Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On l'attend un peu comme le sauveur du football français. Il sera à Paris mercredi prochain. Les responsables roumains ont dit oui à la venue de Stefan Kovacs en France. Ils sont sauvés, mais il semble bien que les 5 spéléologues polonais aient été quelque peu imprudents dans leur expédition au gouffre de la Pierre Saint-Martin. Céline va aussi bien que possible. Ce n'est que demain que le docteur Guillemet pourra se prononcer sur les premiers résultats de la greffe du cœur effectuée sur cet enfant de 13 ans. Rupture évitée à Besançon, 5 minutes avant l'heure limite, les syndicats CGT et CFDT de l'IP se sont rendus au rendez-vous de M. Giraud, mais le dialogue ne s'est pas engagé. Des réactions sévères après l'interception de la caravelle irakienne au-dessus du Liban par des mirages israéliens, Beyrouth demande la convocation d'urgence du Conseil de sécurité. On parlait donc beaucoup de lui depuis quelques jours. Les responsables du football français commençaient à s'inquiéter. Et si Stefan Kovacs n'avait obtenu le feu vert, il aurait fallu trouver un autre sélectionneur pour l'équipe de France. Cette fois, c'est certain, le comité central des sports de Roumanie a permis à cet entraîneur réputé de venir en France. Stefan Kovacs va nous le confirmer lui-même. Oui, je suis satisfait parce que je suis tout le temps un homme de parole. Alors j'ai dit j'ai engagé la Fédération française. Les discussions ont été très longues. C'était très long, j'étais pas là, j'étais dans mon hôtel parce que j'ai pas participé à... Quand on discute sur moi, j'ai participé à cette séance. Et on m'a communiqué tard dans la soirée le résultat. Mais moi, j'étais tout le temps optimiste. Quand serez-vous à Paris? Je retourne demain dans ma ville, à Cluj, et dans le nord de la Roumanie. Je retourne lundi. Et un de ces jours, mardi, mercredi, je suis à Paris. Stefan Kovacs, vous avez signé un contrat d'1 an, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, je répète encore, enfin un petit boutade comme ça. Je dis, je suis fiancé avec la Fédération française pour une année. Et on va voir comment ça continuera. Mais après les fiançailles, est-ce qu'il y aura le mariage? Est-ce que l'on peut dire avant ça? C'est la loterie, on ne sait jamais. On va voir après une année comment les deux parties s'entendent. Cette fiancée, vous la trouvez jolie? Elle est jolie, c'est la France, oui. Est-ce que dans 1 an, Stefan Kovacs, vous avez le sentiment que la Roumanie vous laissera encore à la disposition des Français? Enfin, nous avons des contacts, très bons contacts, c'est pas un problème ça. Cela ne vous inquiète pas? Non, non, non. Je ne suis pas encore là, je viendrai, je vais voir les conditions de travail, qu'est-ce qu'on peut faire, comme ça. Je ne suis pas un entraîneur miracle, je suis entraîneur comme tous les autres. Naturellement avec une autre vision. Je pense avec le matériel qu'il y a en France, on peut faire mieux. À propos justement des péripéties qui ont animé cette affaire Kovacs, réclamée à corps et à cri par le monde du football, écoutez ce que dit le président Sastre, que Daniel Potra a rencontré ce matin la fédération. Alors, il y a eu un revirement en Roumanie ou qu'est-ce qui s'est passé? Je ne crois pas qu'il faille parler de revirement. Je vous l'ai dit hier soir, il y avait deux tendances. Les dirigeants de la fédération qui souhaitaient conserver Stefan Kovacs pour la direction technique du football roumain et d'autres dirigeants qui pensaient que Stefan Kovacs pouvait travailler utilement pour la Roumanie, si vous voulez, à l'extérieur des frontières de ce pays, et par conséquent, qui voulaient lui donner l'autorisation de venir en France. Vous êtes allé en Roumanie avec des arguments convaincants, finalement. Alors, il y avait des arguments diplomatiques, financiers, ou quoi? Il n'y a aucun argument financier. Alors, aucun. On a parlé de question d'argent entre les fédérations. Je peux vous assurer qu'il n'a jamais été question d'arguments financiers. C'est Stefan Kovacs qui va former la prochaine équipe de France, alors? Stefan Kovacs va, je pense, arriver au milieu de la semaine. Il prendra les contacts nécessaires avec la direction technique, je pense, avec les entraîneurs de première division. Il va suivre les matchs qu'il pourra, le maximum de matchs, et il commencera à prendre ses fonctions et par conséquent, bien sûr, à former la prochaine équipe, peut-être sans avoir vu tout le monde, mais enfin en se basant sur les renseignements qui lui ont été donnés. Mais qui est Stefan Kovacs? Il est né à Cluj, dans le nord de la Roumanie. Footballeur de bon niveau, il jouait en première division. Après un séjour en Belgique, où il a pris le français, Stefan Kovacs va tenter de concrétiser son expérience de joueur et revenir dans son pays natal pour entamer une carrière d'entraîneur. Ce qui compte avant tout pour lui, c'est la vitesse d'exécution. Dans le jeu, il dit souvent qu'un football bien léché, mais au ralenti, ne peut pas s'en sortir aujourd'hui. Le travail technique de l'entraînement est effectué par tous les temps.
il impose à ses joueurs de véritables matchs entre eux, disputés à très vive allure. Pour lui, c'est l'intensité du jeu qui compte. Attendons France-Grèce tout d'abord, en septembre, pour juger de la technique que va employer Kovács. Il n'y a pas eu, fort heureusement, de nouveaux drames de la pierre Saint-Martin. Les 5 spéléologues polonais, dont on était sans nouvelles depuis lundi dernier, n'avaient pu retrouver leur chemin au fond du gouffre, faute d'éclairage suffisant, semble-t-il. Dans cette affaire, il est bien apparent que les spéléologues ont dû être relativement imprudents. À l'heure actuelle, ils sont toujours au fond et les équipes de secours ne ramèneraient dans l'immédiat qu'un seul spéléologue, les autres devant récupérer leur forme avant d'entreprendre le retour à la lumière. Un proverbe dit qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Les 5 spéléologues polonais qu'une équipe de secours française a retrouvés ce matin auraient bien dû suivre ce conseil. C'est en effet parce qu'ils avaient mis toutes leurs piles électriques dans le même sac et que ce sac est tombé au fond d'un trou inaccessible qu'ils se sont trouvés très rapidement dans l'obscurité. Incapables dans ces conditions de regagner l'air libre, ils ont planté un bivouac et ont attendu les secours. Mais ils avaient commis une deuxième erreur. Partis pour explorer une partie encore mal connue du gouffre de la pierre Saint-Martin, ils avaient décidé en cours de route de modifier leur itinéraire sans que quiconque pût en être averti. C'est pourquoi, dans cet immense gouffre de la pierre Saint-Martin, l'un des plus gigantesques du monde, les secours ont mis près de 4 jours à retrouver les 5 spéléologues imprudents. 2 colonnes avaient été formées, l'une composée de 8 spéléologues anglais et l'autre de 3 français. Chacune était descendue par une entrée différente et elle devait opérer une jonction à mi-chemin. C'est finalement la colonne française qui a retrouvé ce matin très tôt les 5 Polonais. Les 5 hommes étaient en bonne condition physique, bien que l'un d'eux soit très légèrement blessé. Ils avaient encore suffisamment de vivres pour subsister 8 jours. Et ils ont même été surpris que les secours arrivent aussi rapidement. Il faut dire qu'ils avaient perdu toute notion de temps et croyaient être bloqués depuis 2 jours seulement. C'est donc une aventure qui se termine bien, mais l'imprudence des 5 hommes a déplacé beaucoup de secours qui ont à leur tour pris des risques. Pour éviter que se répète ce genre d'incident, voici quelques conseils pour les spéléologues en herbe. En fait, il y a 2 sortes d'accidents de spéléologie. Il y a ceux qui concernent les spéléologues chevronnés au cours d'une expédition, mais ce sont là les risques propres à tout sport dangereux, risques pourtant réduits au minimum par un savoir-faire technique et par un entraînement constant. Et puis, il y a les accidents qui touchent les amateurs complètement inexpérimentés en exploration souterraine. Ceux qui, à l'occasion d'une promenade par exemple, ont envie de descendre dans un trou, de visiter une caverne. Ces accidents sont particulièrement stupides, un minimum de précautions permettant de les éviter. Ces mesures élémentaires de sécurité sont très simples. Tout d'abord, il ne faut jamais partir seul. Avant le départ, il faut signaler l'endroit où l'on se rend en indiquant l'heure prévue pour le retour. Il ne faut jamais attendre plus de 2 heures pour déclencher des recherches. Il faut évidemment être en excellente condition physique. On a vu des jeunes gens bloqués au fond d'un trou parce qu'ils étaient paralysés par des crampes. Il est nécessaire d'emporter avec soi un minimum de matériel en bon état. Des lampes torches, sans oublier surtout des piles et des ampoules de rechange. Il est trop bête de se trouver plongé dans l'obscurité, faute de pouvoir remplacer une ampoule qui vient de claquer. Une bonne corde, suffisamment longue, au moins de 10 mètres, est très utile. Ne pas oublier de se vêtir de pull-over ou de vêtements chauds, les profondeurs de la terre sont froides et humides. Un grand nombre de décès enregistrés surviennent au cours de la remontée du blessé vers la surface. C'est pourquoi des médecins de Toulouse ont tenté de mettre au point une antenne chirurgicale souterraine. Son but, traiter l'accidenté sur place, le tirer de son état de choc avant d'entreprendre la remontée. En montagne, il y a aussi fréquemment des imprudences. Ainsi, dans les Hautes-Alpes, dans le Val Gaudemar, 3 alpinistes amateurs avaient présumé de leur force. Un hélicoptère de la gendarmerie de montagne a pu intervenir à temps, fort heureusement, et les récupérer alors qu'ils étaient épuisés, mais sains et saufs. Céline, la 5e greffée du cœur par le docteur Guilmé, va aussi bien que possible. Jusqu'à demain, le docteur Guilmé ne pourra en dire plus que les nouvelles qu'il nous donnait dans notre journal de 13 heures. C'est-à-dire que Céline est consciente, qu'on pourra retirer demain le système d'assistance respiratoire. L'enfant est relativement agité, mais elle est habituellement nerveuse, a précisé le docteur Guilmé. Cet après-midi, Céline a pu apercevoir ses parents à travers la vitre de sa chambre stérile du centre médico-chirurgical Foch.
Le docteur Guilmé, vous le savez, a l'intention de poursuivre les greffes du cœur. Mais une polémique s'est engagée. Certains pensent que cela coûte trop cher et n'est pas rentable pour les malades eux-mêmes et pour la société qui en assure les frais. Le docteur Guilmé répond à Pierre Bourget. Le prix d'une transplantation est de 3 mois d'hospitalisation, c'est-à-dire environ 50 000 francs. À partir du 3e mois, on peut dire que le malade est tiré d'affaire, c'est-à-dire qu'au moins il peut sortir du service. Il subit bien sûr une surveillance périodique, une fois par semaine, et il a à peu près 20 francs de médicaments à prendre par jour. Est-ce que c'est une opération onéreuse pour la société ou est-ce que c'est une opération au contraire qui commence à devenir rentable ou qui le deviendra? C'est une opération qui n'est pas plus onéreuse que toute chirurgie cardiaque, toute chirurgie importante. Et cela ne revient pas plus cher finalement que le traitement d'un cancer du poumon ou d'un cancer de l'œsophage. Avec des résultats de traitement qui sont supérieurs ou non? Des résultats qui sont très supérieurs, puisque même si on se réfère à des chiffres anciens de Shumway, c'est-à-dire 30% de survie définitive ou très prolongée, eh bien cela est supérieur aux 5% que donne un certain nombre de cancers au bout de 5 ans. Est-ce qu'il ne semblerait pas plus rentable d'avoir une politique de prévention des maladies qui nécessitent de pareilles interventions et avec quels moyens? Je crois que toute la chirurgie est dirigée, toute la médecine doit être avant tout dirigée contre la prévention. Mais on ne peut pas parler de prévention si on ne fait pas des transplantations. Et il y a des découvertes qui seront faites grâce aux transplantations. M. Ramburger a déjà suffisamment insisté là-dessus en ce qui concerne les transplantations rénales qui ont permis de trouver l'origine d'un certain nombre de maladies rénales dont l'étiologie était alors inconnue. À l'heure actuelle, est-ce que vous estimez qu'un certain nombre de Français malades, coronariens ou autres, seraient justiciables d'une transplantation cardiaque? Et quel nombre? Pour l'instant, il n'y a qu'un petit nombre de sujets qui sont justiciables d'une transplantation cardiaque, puisque, étant donné toutes les critiques que l'on a fait contre cette méthode, et étant donné, c'est vrai d'ailleurs, le pourcentage important de mortalité durant la première année, on ne peut proposer cette intervention qu'à des gens qui sont condamnés à très brève échéance. C'est donc là une chose qui limite considérablement le choix des malades. Mais ultérieurement, il est évident aussi que le nombre des candidats à la transplantation sera considérable. Est-ce que finalement, dans les années à venir, cela pourrait constituer une économie par rapport aux frais qu'entraîne le traitement d'un cardiaque à très long terme, hélas? Le traitement d'un cardiaque à long terme coûte extrêmement cher à la société. Et cela, bien sûr, la société ne peut pas refuser de traiter médicalement ces cardiaques. Et par conséquent, c'est une voie d'économie, si vous voulez, dans le cadre de la santé publique. Et ce problème est le même, d'ailleurs, pour la transplantation rénale. La seule façon de sortir de l'impasse dans lequel se sont mis les médecins avec le rein artificiel, eh bien, c'est la transplantation rénale. Eh bien, le problème se posera de la même façon pour la transplantation cardiaque. À Besançon, la journée n'a pas été aussi décisive qu'on pouvait le penser. Les syndicats CGT et CFDT de l'IP se sont finalement rendus au rendez-vous de M. Giraud 5 minutes avant la fin de l'heure limite, mais simplement pour ne pas couper les ponts et pour rappeler leur position dans une déclaration commune. Sur place, Jean-Pierre Guérin a recueilli les diverses positions et nous rappelle ce qui s'est passé au long de cette journée. 2 jours après avoir quitté Besançon, M. Giraud est revenu ce matin avec dans sa serviette de nouvelles propositions. Non-démantèlement de l'entreprise grâce à un groupement d'intérêt économique, création d'une société supplémentaire pour embaucher les ouvriers qui ne seraient pas repris. Et sur le 3e point qui concerne les avantages acquis, M. Giraud a déclaré qu'il lui était impossible de satisfaire le personnel et qu'il fallait démarrer avec des conditions analogues à celles de la région. Arrivé à 11 h dans un hôtel de Besançon pour y rencontrer les délégués syndicaux, M. Giraud a constaté que seuls la CGC et FO étaient présents. La CFDT et CGT avaient en effet refusé de revenir. Chez l'IP, l'ambiance restait calme. Les ouvriers semblaient ignorer la venue de M. Giraud et, en tout cas, refuser cette rencontre sur le terrain neutre. Il tourne le dos à la vraie solution. Il a fait même pas un demi-pas, alors qu'il fallait faire un pas normal pour arriver à terminer ce conflit. Pendant ce temps-là, à l'hôtel, M. Giraud attendait toujours les syndicats. Il avait en effet annoncé qu'il resterait jusqu'à 17 h avant de rentrer à Lyon. Puis, brutalement, à 5 h moins 10, les délégués CGT et CFDT quittaient l'usine pour se rendre à l'hôtel.
Leur position avait-elle changé? On est venu donc en dernière minute déclarer à M. Giraud qu'on était toujours prêt à une véritable négociation, mais à une véritable négociation, et non pas à une parodie de négociation. Mais le fait de venir à l'hôtel est quand même un recul par rapport à la position de la CFDT ce matin. C'est pas un recul. On a décidé de venir à l'hôtel Frontel en dernière minute faire une déclaration, point, c'est tout. Je suis heureux de m'être entretenu avec les personnes qui ont bien voulu passer l'après-midi avec moi, c'est-à-dire les syndicats CSC et FO. Pour vous, est-ce que c'est un échec, cette annonce, cette visite de la CGT et de la CFDT qui refuse le plan Charbonnel? Je suis toujours content qu'on me rende une visite, surtout lorsque j'attendais ces messieurs le matin et qu'après un certain délai, ils m'ont rendu visite en fin d'après-midi. Il n'y a pas eu de dialogue. Nous avons échangé quelques phrases. C'est une fin de non-recevoir au plan Charbonnel? Je ne pense pas forcément. En ce qui concerne les syndicats CGC et Force ouvrière qui avaient accepté ce matin de rencontrer M. Giraud, ils ont estimé que le plan proposé faisait un petit pas en avant, notamment pour la création d'un groupement d'intérêt économique. Mais dans l'ensemble, la CGC et Force ouvrière se sont déclarés relativement déçus. Les réactions sont nombreuses, bien sûr, et très vives, après l'interception hier au-dessus du Liban d'une caravelle affrétée par une société irakienne. Ce sont, je vous le rappelle, 2 Mirages israéliens qui ont contraint l'appareil à se rendre sur l'aéroport militaire d'Haïfa pour y contrôler les passagers. Au bout de 2 heures, la caravelle a été autorisée à repartir avec tous les passagers et l'on pense que les Israéliens n'ont pas trouvé parmi eux les chefs palestiniens qu'ils croyaient être à bord. Que sait-on exactement des circonstances de ce détournement hors série, le premier ordonné par un gouvernement? Ladislas de Rios. Voici les passagers de la caravelle libanaise après avoir été détournés par les avions de chasse israéliens. C'était cette nuit à l'aéroport de Beyrouth où la caravelle était revenue avec tous ses passagers. Ils venaient de passer 3 heures d'angoisse. Il était 19h45, heure de Paris, lorsque la caravelle de Middle East, affrétée par la compagnie irakienne, décollait de Beyrouth. 74 passagers à bord, pour la plupart des Irakiens. 10 minutes plus tard, alors que le jet survole Byblos, 2 avions de chasse israéliens interceptent la caravelle. Le pilote est contraint de faire demi-tour. Il le signale aux autorités libanaises qui déclenchent des tirs de DCA contre les fantômes israéliens, dont vous voyez là un exemplaire, et donne l'ordre à leurs avions, à leurs chasseurs de décoller. Mais il est déjà trop tard. À 21h40, la caravelle atterrit à l'aéroport militaire d'Haïfa en Israël. Sur place, le général David Eliazar, le chef d'état-major de l'armée israélienne. C'est lui qui dirige les opérations. Une quinzaine de soldats pénètrent en trombe dans la caravelle. Tous les passagers, parmi lesquels se trouve le ministre irakien de la planification, M. Jawad Hashem, seule personnalité importante à bord, sont obligés de descendre. L'équipage également. Ils sont conduits dans les locaux de l'aérogare où les Israéliens, qui disposent d'une liste de noms et de photographies, les interrogent pendant 2 heures. Qui recherchait-il? Sans doute le docteur Georges Habash, leader du FPLP que vous voyez là, et qui aurait dû être à bord, mais à la dernière minute, il a pris l'avion suivant pour Bagdad en compagnie d'autres dirigeants palestiniens. Il était presque 23 heures quand l'appareil est autorisé à repartir avec tous ses passagers. Une demi-heure après, la caravelle est de retour à Beyrouth. Quelles sont les réactions dans la capitale libanaise après ce détournement, le premier commis par les forces israéliennes depuis le début du conflit en Proche-Orient? Notre correspondant Philippe Rochaud vient de nous appeler. 2 déclarations officielles condamnent ce soir sans nuance le détournement israélien de la caravelle de la Middle East. D'abord, les autorités de Beyrouth déclarent qu'Israël est passé de la piraterie camouflée à la piraterie flagrante en commettant une agression contre des civils au mépris de la discipline des États. Le gouvernement libanais, par la voix de son ministre de l'Information, estime ce soir que ce détournement est une atteinte à la souveraineté libanaise et une violation de son espace aérien. Enfin, le Liban demande à la communauté internationale de prendre des sanctions contre Israël, mais aucune action concrète n'est encore envisagée. En revanche, l'Irak, qui était visé au même titre que le Liban, se réserve tous les droits pour prendre des mesures contre le détournement israélien. Enfin, le Front populaire de libération de la Palestine, dont le dirigeant Georges Habash était le principal personnage visé par ce détournement, a promis par la voix de son porte-parole de faire toute la lumière sur cette affaire au moment opportun. Les réactions à Tel Aviv, écoutez notre correspondant Isaac Israël. Les milieux officiels à Jérusalem observent toujours un silence absolu sur l'affaire.
On imagine aisément la déception qu'ont dû éprouver les militaires israéliens en constatant la présence à bord que de passagers inoffensifs. Sans doute a-t-on également voulu prouver aux Palestiniens que l'œil d'Israël les suit partout et qu'ils ne sauraient échapper à la punition. Et sur ce point, les Israéliens ont peut-être raison de croire avoir bien réussi. Ceci dit, à l'heure qu'il est, Jérusalem ne paraît pas trop s'émouvoir des conséquences possibles sur le plan international d'un acte qu'il peut difficilement justifier, voire expliquer. À Bagdad, le ministère des Affaires étrangères a demandé aux représentants irakiens aux Nations Unies de présenter lui aussi une plainte contre Israël. D'autre part, le ministre des Transports a demandé à l'Association internationale des transports aériens de prendre toutes les mesures nécessaires contre les actes de piraterie qu'Israël entreprend contre les avions civils. Au Caire, la radio a accusé Israël d'appliquer la loi de la jungle au Proche-Orient, ne respectant aucun traité international ni l'espace aérien. Monsieur Mahmoud Riyad, le secrétaire général de la Ligue arabe, parle pour sa part de crimes commis par Israël. Il en parle dans un télégramme adressé à M. Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies. Il s'est entretenu, d'autre part, M. Riyad, avec les responsables de l'organisation de l'aviation civile arabe afin d'envisager les mesures nécessaires pour faire face à de telles attaques. Enfin, parmi les réactions, à noter celle du gouvernement britannique qui parle d'actes de violence regrettables, tandis que l'association des pilotes de ligne britanniques condamne cet acte de piraterie et rappelle les propos tenus par les Israéliens à Mexico au mois de décembre. Les Israéliens réclamaient alors eux-mêmes des sanctions contre les responsables des détournements d'avions. Washington aussi déplore l'interception de la Caravelle et annonce que le département d'État fait connaître ses vues à Israël. Pour l'étranger, il faut encore signaler l'explosion d'une voiture en Irlande, une explosion qui a fait 2 morts. Ce seraient des terroristes qui transportaient une centaine de kilos de bombes et ont eu un accident. Au Cambodge, la situation est toujours très confuse, mais il semble tout de même que la capitale, Phnom Penh, respire un peu mieux. Le point par Jean-François Delassus. Si l'étau s'est quelque peu desserré autour de Phnom Penh, c'est d'abord parce que l'aviation américaine arrose de tonnes de bombes la concentration des troupes siadoukistes. Mais dans 4 jours, elle doit se taire. Si les troupes gouvernementales repoussent les maquisards de ci de là, c'est que ces derniers refusent le combat et reculent. Mais ils reculent pour mieux frapper ailleurs. Beaucoup à Phnom Penh se demandent si les troupes républicaines, privées de l'appui aérien américain, pourront tenir. Beaucoup estiment en fait qu'elles ne pourraient guère résister longtemps à une attaque massive des forces sianoukistes. Dans les provinces du Cambodge, des officiers des 2 bords pactisent déjà. On rapporte de nombreux cas d'accords locaux entre des officiers républicains et rouges. On note cependant une certaine baisse dans l'efficacité de l'activité des Khmers rouges à la suite du retrait apparent sur les lignes arrières des conseillers et soldats nord-vietnamiens. Retrait discret qui annoncerait peut-être une attaque générale sur la capitale, attaque pendant laquelle les nord-vietnamiens préféreraient ne pas être repérés. De Pékin, le prince Sihanouk tend la perche de la négociation. Dans un télégramme au sénateur américain Mansfield, le souverain cambodgien en exil propose aux États-Unis une paix dans l'honneur, qu'un arrêt du soutien américain au régime de Lon Nol rendrait possible. Il affirme que les patriotes cambodgiens ne luttent pas pour la cause du communisme. Quant au président cambodgien, le maréchal Lon Nol, il a repoussé les conseils américains de se retirer. Il le fera, a-t-il fait savoir, que si sa présence devient un obstacle à la réconciliation. Il a catégoriquement démenti des rumeurs selon lesquelles il a fait ses valises et s'apprêterait à quitter Phnom Penh. Les dirigeants cambodgiens admettent qu'ils ne peuvent gagner la guerre, mais qu'ils peuvent la prolonger. Le seul moyen d'y mettre un terme, disent-ils, c'est la négociation. Pour l'instant, les vols d'Air France sur Phnom Penh seraient toujours suspendus. Selon le directeur local, ce n'est pas pour des raisons de sécurité autour de la ville, mais parce que certains matériels radio seraient endommagés par les bombardements. Les vols normaux pourraient, semble-t-il, reprendre après le 15 août. À Ottawa étaient réunis les dirigeants des pays membres du Commonwealth. Dans un communiqué commun, ils réaffirment aujourd'hui leur opposition unanime à l'apartheid et au pouvoir de la minorité en Afrique du Sud. Ils sont également convenus de s'efforcer d'obtenir du Portugal l'indépendance de ses colonies.
À propos des provinces portugaises d'Afrique et aussi de l'Afrique du Sud, 2 députés français de l'opposition, messieurs Juquin et Mitterrand, avaient adressé des questions écrites à M. Jobert, le ministre des Affaires étrangères. Pour les provinces portugaises, M. Jobert répond que la France considère que le droit à l'autodétermination ne peut être refusé aux populations, mais que seul le Portugal peut prendre des dispositions à cet égard. Pour l'Afrique du Sud, il s'agit des ventes d'armes. M. Jobert rappelle que la politique restrictive est appliquée très strictement par la France depuis de nombreuses années. Les autres nouvelles de la journée en résumé, les bandits de Grand Chemin du Morbihan ont peut-être été arrêtés. 6 suspects ont été interceptés à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Une jeune américaine de 16 ans a battu tous les records de traversée de la Manche à la nage. Lynn Cox a mis 9 heures et 36 minutes. Hervé Floriot est champion de France amateur sur route. Il a triomphé à Dax cet après-midi devant François Dutheil. Il a fait chaud aujourd'hui dans toute la France, le temps est bien orageux. À Toulouse, c'était une véritable canicule, 39 degrés à l'ombre. Dans le sud-ouest, il fait beau et l'on se distrait, comme nous allons pouvoir en juger avec un reportage de notre équipe en vacances sur la côte basque. Entre ces vaches landaises et l'homme, il existe de longue date une sorte d'accord. Nous nous ferons rarement mal, mais nos affrontements seront violents et spectaculaires. Il y a les courses de Bayonne, de Dax, et puis il y a les autres qui attirent de plus en plus les vacanciers. Ces dernières courses ont certes moins d'éclat, il s'agit de courses presque intimes. Mais tout en étant moins célèbres, elles sont suivies par autant de monde qu'une petite plage du Pays Basque peut contenir. À Asparin, entre Biarritz et Cambo, tout ce que la région compte d'amateurs, de cesseurs des taureaux espagnols sont là. Bien là, et même souvent sous le nez de ces redoutables vachettes qui depuis 200 ans font courir les Basques et les autres. Il s'agit pour les Basques, mais aussi cette année pour un nombre très important d'estivants, de se montrer de plus en plus frondeurs, ce qui comporte souvent des risques. Mais le public est gourmand. Il réclame des exploits. Il lui faut des écarteurs, spécialistes de l'affrontement, dignes de ce nom. Jadis, les vaches landaises quittaient les Landes à pied pour arriver au Pays Basque. Aujourd'hui, on ménage leurs efforts. Mais on ne tolère plus leurs écarts d'autrefois. Autrefois, à la faveur d'une poursuite, elles pénétraient dans les cafés et montaient même au premier étage de la mairie. Certains estivants, venus de Paris, de Lille et de Lyon, ont décidé de passer leurs vacances au Pays Basque pour ne rater aucune de ces démonstrations de vigueur agile et aussi pour y participer, tel celui-ci. J'ai voulu courir après les vaches parce que chez nous les vaches ne sont pas aussi terribles que celles d'ici et j'avoue que c'est très impressionnant de courir après une vache. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Ouais, enfin les vaches ne sont pas quand même aussi dangereuses que ça. C'est dangereux, c'est même très dangereux et je crois que certains écarteurs ne se rendent pas compte du danger. Il arrive que la vache, de temps en temps, traverse les barrières, qu'elle s'égare dans la nature, et alors là, il y a malheureusement des accidents graves. Mais ici, à Asparin, nous prenons quand même toutes les précautions pour que le public soit sauvegardé. Nous venons de recevoir la position du gouvernement français au sujet du détournement d'une caravelle affrétée par une société irakienne, détournement effectué par des avions de chasse israéliens. Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères vient de déclarer que cette intervention militaire contre un avion civil était condamnable.
On relève que cette action a été menée en violation de l'espace aérien d'un pays voisin avec lequel il existe un accord d'armistice et qu'elle contribuera à aggraver la tension existante dans cette région du monde. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, un bon dimanche et toute l'équipe de 24 heures sur la Une vous remercie de votre attention.